Intro, fin, merci. Des questions? Oui. C'est tout. Ok. Merci d'être venu, déjà, c'est cool. Les gens qui viennent m'écouter, ça vous intéresse. Donc le talk s'appelle Easy to Play, Hard to Master. La bise à Annabelle, avec qui j'ai déjà présenté ce sujet à Socrates en 2019, donc j'ai un peu retravaillé le support. Easy to Play, Hard to Master, c'est un peu pour rentrer dans le cadre du thème du Max Camp. Qu'est-ce que c'est? Déjà, ma télécommande marche pas, ça commence bien. Non, voilà. En fait, Easy to Play, Hard to Master, qu'est-ce que c'est comme expression qu'on entend souvent autour du jeu vidéo? En fait, ça vient de Nolan Bushnell, qui est un des fondateurs d'Atari, en 1971. Et donc, cette citation, en gros, c'est de dire tous les meilleurs jeux, en fait, sont chouettes à apprendre, difficiles à maîtriser, et l'idée, c'est que de la première à la 50e heure, on continue toujours à s'amuser avec le jeu. Donc ça, c'est important. Je vais vous donner quelques exemples de jeux qui rentrent dans ce cadre-là. On peut être Demon's Souls, par exemple. Je vais jamais trop joué à Demon's Souls, mais a priori, ça a l'air super chaud à maîtriser. C'est pas forcément très compliqué de base, mais voilà, c'est compliqué. On peut mettre Cuphead aussi pour les trucs récents. On peut mettre Trials Evolution. Je m'y suis là parce que je l'aime beaucoup, Trials Evolution. C'est un jeu auquel j'ai grillé pas mal d'heures. C'est vraiment cool. Et un autre jeu qui est pas non plus évident, c'est la programmation orientée objet. Donc vous allez me dire que je me fous un peu de votre gueule en disant ça, parce que c'est quand même assez facile, on a des objets, on les fait communiquer, et voilà. Et en fait, j'ai l'intention de vous prouver que c'est pas forcément si simple que ça. Donc c'est moi, tournesol à droite, ici, qui gueule, doivent, moi. Là après, normalement, vous avez tout un tas de slides qui vous montrent du code qui n'est pas forcément très propre, avec du violation de principe d'encapsulation, avec de l'exposition de getter, de setter, avec l'utilisation de cette espèce de truc horrible qu'est le lombok. Mais malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Mon respect éternel à celui qui retrouvera de GIF ici, c'est un film qui m'est très cher. Donc voilà, donc en fait je vous expose normalement plein de problèmes ici, que je coupe pour des questions de temps, et en fait ce que je fais, c'est que je vous dis, bah, vous inquiétez pas, moi j'ai une solution à tous vos problèmes, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va faire de la programmation objet de bonne qualité. Donc là l'image, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est Winston Wolfe dans Pulp Fiction, en fait c'est l'homme qui résout les problèmes, c'est le principe. Et donc, qu'est-ce que je vais vous proposer comme solution pour faire de la programmation objet qui soit vraiment de la programmation objet, qui soit pas de la question où on pousse de la logique métier dans des services et des choses comme ça, ce que je vois très souvent dans le code, ce que je fais aussi parfois, mais c'est vraiment pas bien. Encore une fois, je n'ai pas pu vous démontrer. Donc, je propose un ensemble de méthodes qui s'appelle les objets calisthenics. Ici, je tire un peu la métaphore sur les jeux vidéo avec un jeu aussi que j'aime beaucoup, Assassin's Creed Odyssey. Je suis très fan de la licence Assassin's Creed. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. J'aime beaucoup Odyssey. J'ai passé plus d'une centaine d'heures avec Cassandra, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne du jeu. Donc les objets de calisthenics, c'est pourquoi j'ai repris Assassin's Creed Odyssey, parce qu'il se passe dans la Grèce antique, et en fait les objets de calisthenics, c'est un terme qui vient de la Grèce. Les calisthenics sont en fait en grec, ça veut dire les exercices. Donc voilà, on voit Audreyne ici qui porte la flamme du Max Camp, et puis tous les autres Indiens qui suivent derrière. D'où ça vient et qui a réintroduit ce terme de calisthenics autour de la programmation orientée objet? C'est un type qui s'appelle Jeff Bay en 2009. Alors j'ai pas de photo de lui, donc j'ai son cousin Jeff Bezos ici. Donc dans un article qui s'appelle Toothwork Ontology, je le prononce très mal Toothwork. C'est une boîte Toothwork qui est assez connue parce qu'elle fait un radar de techno qui est vraiment cool. Et donc c'est lui qui a introduit ce terme Object Calisthenics, qui a posé la programmation orientée objet avec les calisthenics. Et donc en gros, qu'est-ce que ça va regrouper les objets calisthenics? C'est 9 règles pour un meilleur design objet. Vous avez le lien vers l'article ici, vous pouvez scanner le QR code là si vous voulez. J'ai pensé mettre un Rickroll au début derrière le QR code, je dis que c'était un peu trop. Donc voilà, dans son article qui fait une dizaine de pages, c'est un article assez court, il commence d'abord par exposer quelques qualités qui sont importantes quand on veut écrire du code de bonne qualité. Donc c'est un article qui s'appelle Alan Shalloway qui a écrit des bouquins de référence sur les design patterns qui proposent ça. Les règles qu'ils proposent, c'est la cohésion. En gros, les classes ou ce que vous construisez doivent se concentrer sur ce qu'elles ont à faire. Loose coupling, vous connaissez bien le principe cohésion forte, couplage faible, que les objets ne sont pas trop couplés les uns avec les autres. Pas de redondance. Alors celui-là, je suis assez réservé là-dessus parce que les dry autour de ça, c'est un truc qui peut se discuter. Vous connaissez l'inverse du dry, c'est le wet and white everything twice. Le dry, c'est bien, mais il faut faire attention. Donc pour avoir du code de bonne qualité, il faut aussi respecter les principes d'encapsulation, la testabilité, c'est un sujet sur lequel moi je suis super sensible, la capacité à bien le lire et puis à bien se concentrer sur ce qu'on fait aussi. Le focus, c'est très important. Donc maintenant que je vous ai dit ça, je vous donne aussi les différentes règles dont il parle dans son papier. La première des règles dont il parle, ça peut paraître assez simple, mais en fait, il propose qu'il n'y ait qu'un seul niveau d'indentation dans chaque méthode.
L'idée, c'est que généralement, il y a un code smell autour de ça, c'est que si vous avez plusieurs niveaux d'indentation dans votre code, vous pouvez suspecter que votre méthode fait plus d'une chose. Et donc, si elle fait plus d'une chose, ça veut dire qu'elle viole la première règle que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai parlé de cohésion, c'est ce que disait le type dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, Jeff Shalloway. Si en gros votre méthode est trop longue, c'est qu'elle fait sans doute plusieurs choses. Donc respectez la cohésion, faites en sorte que votre méthode, votre classe ne fasse qu'une seule chose et qu'elle le fasse bien. Lui, ce qui est dit en fait, c'est que quand on se concentre à construire des méthodes qui ne font qu'une seule chose, exprimées dans des classes qui elles aussi ne font qu'une seule chose, on va constater que notre code va vraiment commencer à changer. Et au bout du compte, si on respecte cette règle-là, vous savez, si on évite... J'ai été à une formation Clean Code il y a quelques années, le formateur appelait ça l'escalier infernal, là vous savez, où vous avez tout un niveau de if, else, tout un briquet et tout ça. Donc si vous respectez ça, au bout du compte, ce que vous allez obtenir, c'est une lecture et une maintenabilité de votre code qui sera clairement augmentée. Il y a un truc que vous pouvez faire contre ça, assez simple. Alors on m'a dit qu'il y a des coachs tech qui font leur carrière là-dessus. Vous faites un extract méthode de votre IDE et ça marche bien. Il faut savoir que l'extract méthode de votre IDE, c'est la seule fois où vous pouvez vous autoriser à faire du refactoring si vous n'avez pas de test derrière. Donc c'est vraiment un truc super important à connaître dans votre IDE, savoir comment vous faites, comment vous extrayez des méthodes. Ça, c'est la première règle qu'il nous propose. La deuxième, c'est de ne pas utiliser le else. En fait, au bout du compte, c'est la même chose. Il dit que quand on a plusieurs else, c'est qu'on a plusieurs cas, et donc la méthode fait de nouveau plusieurs choses. Et puis souvent, ça peut amener aussi à avoir de la duplication. Donc qu'est-ce qu'on a comme stratégie autour de ça, de faire des else, d'avoir des early returns, c'est-à-dire que très vite, on traite les cas à la marge, et on fait des returns assez tôt finalement dans notre méthode. Fail fast, c'est-à-dire en gros, il faut se planter très rapidement, faire des throws très rapidement dès qu'on a un problème, traiter tous les cas un peu à la marge au début pour traiter le cas nominal ensuite, que ce soit beaucoup plus clair. Utiliser intensivement le polymorphisme, c'est pas toujours ce qu'on voit, on va détailler ça après. Et puis appliquer un pattern que propose Martin Fowler, qui est le New Object Pattern, on va aussi revenir dessus. Je vais détailler le polymorphisme. Donc l'idée c'est que quand vous faites ça, au bout du compte, vous allez obtenir, en nouvelle fois, une lecture, une maintenabilité de votre code qui va être augmentée. Un petit focus sur le polymorphisme, dont la personne en haut à droite, je pense que vous la connaissez tous, c'est Martin Fowler qui a écrit des bouquins de référence sur le design logiciel. En gros, là, ce qu'il montre... Alors, c'est pas elle, c'est un switch. Vous voyez, par exemple, on se base sur le type d'un oiseau pour savoir comment... pour savoir quel est son plumage, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on fait un switch case, et du coup, on va être amené, en plus, si on fait ça, si on rajoute des oiseaux d'un autre type, à encore rajouter des else ou des switch cases. C'est le principe open close aussi de Solid. L'idée, ce qu'il propose, c'est d'utiliser le polymorphisme, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir une classe ici qui va représenter les différentes entités qu'on veut la retrouver dans notre code. Avoir une interface ici et là-bas, et puis avoir les implémentations ici. Donc utiliser le polymorphisme plus que le else. Et le new pattern dont je vous parlais tout à l'heure, au bout du compte, parfois dans le code, on va se retrouver avec le dernier cas, finalement, quand on traite des cas, le cas un peu à côté, on va faire un traitement spécifique, ne le faites pas. Construisez-le aussi sous forme d'objet comme il le fait ici, on parle par exemple de customer. Le non-customer, ça a aussi un sens dans votre code. Donnez-lui du sens, encapsulez-le dans une classe, et puis appliquez ce pattern. La troisième règle qui va nous expliquer, en gros, c'est de wrapper toutes les primitives et les strings. L'idée, c'est qu'il y a un code smell autour de ça. Quand vous avez des types primitifs partout, c'est veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple après. Coucou JavaScript ici, que je déteste. J'en fais parfois. L'idée, c'est qu'on a aussi c'est un code smell qui s'appelle primitive obsession. Donc, on a des strings, des entiers, des choses comme ça. Dans mon code, par exemple, où je bosse la CDM, en fait, on a des UID qui se baladent partout, qui font des identifiants, des tas d'objets différents, et en fait, d'une méthode à l'autre, on ne sait jamais bien à qui on s'adresse véritablement. L'idée, en fait, ça va aussi d'être donner du sens au code. Quand vous typez, vous donnez du sens, vous documentez votre code, on comprend ce qui se passe. Il y a la notion de Pokayoke aussi qui est importante. Le Pokayoke, c'est un concept de détrompeur qui a été inventé par Toyota, ils ont inventé beaucoup de choses. On va en parler après. Et puis, ce qui est important, c'est la notion de feedback loop qui est hyper importante. Je vais détailler ça aussi ensuite. Et si vous faites ça, évidemment, vous allez augmenter la capacité à relire, à maintenir votre code. Je vais l'écrire à chaque fois parce que c'est tout ce que ça va vous amener, les différentes règles. Je regarde juste Pokayoke ici. C'est un exemple qui est donné par Jordan Grenade, une super conf qui s'appelle Vous livrez encore des bugs en prod. C'est pas du tout parce qu'ils l'ont donné à mon meetup, mais ouais, ok. Mais c'est super intéressant. En fait, ce qu'il explique, il montre un bout de code JS ici. Vous avez, en gros, pour une transaction bancaire, on peut envoyer une transaction à un destinataire, un certain montant, sur une certaine date qui a un nombre. Quand vous faites ça, vous pouvez faire ce genre de choses, c'est-à-dire que vous envoyez à John Doe 10$ au timestamp 16642, etc. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez vous permettre d'envoyer 166 milliards de dollars au timestamp 10 à John Doe.
C'est un vrai problème. Si vous travaillez dans la finance, ça va vous poser des gros soucis. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit de typer et de wrapper ces types-là. Si vous faites du JS pas de peau, vous pouvez pas le faire. Et dans d'autres langages un peu plus simples, vous pouvez faire ce genre de choses ici. Vous donnez du sens, vous faites en sorte de Pokayoke. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas foutre un timestamp ici, ni un model amount ici. Vous êtes tranquille. Et puis je parlais juste avant de feedback loops. Ce qui est hyper important, c'est que le dev, il est toujours à la recherche. Donc ça, j'ai honteusement pompé ça, j'ai screenshoté la conf d'Arnaud Lemaire entre industrialisation artisanale, métier du développeur ici. Une conf géniale sur le métier du dev, je vous invite extrêmement fortement à aller la regarder. Et donc il explique, à juste raison, qu'en fait le dev, son objectif, c'est d'avoir des boucles de feedback le plus proche de lui. Plus c'est loin, plus le problème va coûter cher à fixer, et plus on aura un feedback long, plus ce sera un problème. Et donc vous voyez bien ici dans ces ensembles de boucles de feedback, je vous laisserai détailler, au bout du compte tout ça, ça reprend tous les concepts de l'extreme programming, c'est que s'explique Arnaud beaucoup mieux que moi. Le système de type, il est très près de vous, c'est-à-dire ce qui est le plus proche de vous, c'est l'IDE. Le type de système, il est là aussi, il vous guide. Okay. Les tests unitaires, le pair programming, et puis après, si on va sur des tests d'acceptance, la QA, la prod, ou la prod, ça peut être catastrophique parce que vous pouvez ruiner votre business si vous faites des conneries. Donc, essayez d'avoir des boucles de feedback le plus courtes possible, les types en font clairement partie. Le quatrième point qu'il propose, c'est d'avoir ce qu'il appelle des first class collections. Ben, c'est assez simple, ça veut dire qu'une classe qui contient une collection, elle ne doit contenir que ça. Il n'y a rien de plus. Aucun autre attribut. L'idée, c'est comme ça, on va pouvoir gérer la colocalisation des opérations sur cette collection. C'est-à-dire que si vous exposez une collection, une liste ou un truc comme ça telle qu'elle est, la personne qui va la tirer pourra faire ce qu'elle veut dessus. Alors si on est en Java, si c'est une liste, vous pouvez pouvoir ajouter, supprimer, etc. Si vous allez vers des langages plus évolués comme Kotlin, par exemple, vos listes ne sont pas mutables. Donc les opérations seront limitées et c'est quand même gênant. L'idée, c'est de wrapper tout ça dans une collection et comme ça, vous n'exposez que ce que vous voulez comme opération sur la collection. Et en fait, ça rejoint le id solid. Je ne sais pas si vous connaissez un peu solid, c'est 5 règles pour du code plus propre. Ce qu'on appelle l'interface ségrégation, en fait, qui nous dit qu'aucun client ne doit dépendre de méthodes qu'il n'utilise pas. On n'expose que ce qu'on souhaite. Lecture maintenabilité plus, vous avez l'habitude, ça fait déjà le 4e slide que je vous le montre, mais on est toujours là. La 5e règle qui va exposer, c'est un point par ligne. En gros, le problème, c'est que si vous avez plusieurs points sur la même ligne, je vais vous montrer un exemple après, vous allez avoir un problème sur l'encapsulation. L'encapsulation est clairement morte quand vous faites ça. Et puis, il y a un code smell qui s'appelle feature en vie, où en fait, on voit que dans votre code, vous dépendez plus des features de l'autre que de vos propres attributs. Et ça, c'est un vrai problème. Autour de ça, en fait, il y a le principe de la loi de Demeter. On va en parler aussi après, je vais vous expliquer le principe. Et puis, si vous faites ça, lecture maintenabilité plus, vous connaissez le principe. La loi de Demeter, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit en fait qu'il ne faut parler qu'à tes amis. Ou autrement dit, comme dit dans son article, on peut jouer avec ses jouets, les jouets qu'on fabrique, les jouets que quelqu'un vous donne. Par contre, vous n'avez pas le droit de jouer avec des jouets de vos jouets. Un exemple de code ici, vous avez un enchaînement de 4 classes, A, B, C, D. Un code qu'on va avoir régulièrement, c'est celui que vous voyez ici. En fait, mon pointeur rouge, il ne marche pas sur cette télé, il marche sur le mur, mais... Dans la méthode ici, en fait, en gros, le développeur, il fait un A.B.C.D.do something. Le problème, c'est que si vraiment la structure de C change, en fait, l'appelant qui est ici, qui n'en a un peu rien à faire de la structure de C, va devoir changer son code. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, ce qu'on peut vous proposer, alors l'exemple étant trivial, on peut se dire c'est un peu couillon parce qu'on encapsule des trucs et tout ça, mais en fait, l'avantage, c'est que c'est wrappé dans différentes classes. Et en fait, à A, vous pouvez appeler faire quelque chose sur B, et B fait quelque chose sur C, et ainsi de suite. Comme ça, si la structure de C change, en fait, lui va changer ici, mais par contre, A, il n'est pas au courant, et il s'en fout, il continuera à dire je fais mon truc sur B, et voilà, tout va bien. Est-ce que c'est assez clair pour vous, ce que j'explique là? La règle numéro 6, dans l'abréviette, ça rejoint toutes les problématiques autour du nommage. Le problème, c'est quand vous abrégez quelque chose, ça peut être parfois confus. Ça peut aussi être le révélateur de problèmes sous-jacents que vous avez. Parce que le problème, c'est pourquoi vous allez vouloir abréger, en fait. Pourquoi vous allez vouloir avoir des noms de variables que vous raccourcissez, de méthodes que vous raccourcissez. Il y a un code spell, c'est que si vous écrivez encore et toujours la même chose, c'est peut-être que vous avez la duplication de code. Ça vous embête de réécrire toujours la même chose, vous pouvez faire des copier-coller, mais voilà. Ça peut vouloir dire aussi si le nom est très long, qu'on a des classes ou des méthodes qui font trop de choses. Donc, interrogez-vous sur ça. Et puis, évidemment, tout ça, ça rejoint les problématiques de nommage. Je vais un peu chanter le prochain slide. On parle de clean code, donc le Bob, qui n'est pas forcément quelqu'un de super recommandable. Ce qui est dit sur le clean code, c'est tout à fait juste. Pirater son livre, ce sera très bien, tu couperas ça au montage, merci. Avec clean code PDF dans Google, vous allez le trouver, mais voilà.
tout un tas de choses à vous dire autour du nommage. Ce que vous pouvez retenir, c'est la dernière phrase qui va s'écrire ici. Ce qu'il dit, c'est il faut nommer une variable avec le même soin qu'on nomme son premier enfant. C'est un problème tout à fait sérieux. Voilà, vous avez tout un tas d'autres patterns ici auxquels il faut faire attention. Je n'aurai pas le temps, malheureusement. Ce septième point, c'est de garder tous les entités petites, donc c'est-à-dire donc il y a des codes SMEL autour de ça, longue méthode, large classe. Gardez ça assez petit, donne une métrique de 50. J'ai une aversion très profonde pour les métriques. En gros, c'est à peu près quoi, ce qui dit 50. C'est 60, c'est pas très grave. En gros, gardez ça petit et surtout que la cohésion continue à être respectée. Donc pas de classe au-delà de 50 lignes, pas de package au-delà de 10 fichiers. La cohésion, c'est ce que je vous ai dit, package, classe, méthode, que tout ça, ça soit bien respecté. Et en termes de refacto, c'est toujours pareil. Si vous avez un truc trop long, vous pouvez permettre d'extraire une classe, extraire une méthode. Ça marche bien. Et puis ça vous augmentera aussi la lecture et la maintenabilité de votre application et de votre code. La règle numéro 8, en gros, c'est de considérer qu'il n'y a pas de classe avec deux variables d'instance. Ça, c'est un peu chaud comme règle à respecter, c'est pas évident. L'idée, c'est qu'il faudrait passer d'objets complexes à des objets qui sont plus simples, parce qu'effectivement, quand c'est plus simple, c'est plus facile à comprendre également. Ça va augmenter la cohésion parce que vous allez vraiment vous concentrer sur ce que fait l'objet, vous n'allez pas répondre avec dizaines d'attributs. J'ai déjà vu des codes, des classes où on a 50 attributs et ça devient un peu compliqué. C'est sans doute qu'on fait trop de choses, on en revient au problème évoqué tout à l'heure. En termes d'encapsulation, c'est évidemment bien meilleur parce qu'on regroupe les choses ensemble. Donc par exemple, un découpage qu'on peut proposer ici, si on a une classe name avec first, second, third, on peut découper comme ça. Ça fait un peu overkill quand on regarde comme ça parce qu'on dit j'ai une petite classe et je vais me retrouver avec 3, parce que l'exemple est trivial, mais essayez d'y réfléchir dans le contexte de vos applications et de votre métier. Donc découper finalement en des classes, et une fois de plus, on retombe sur le pattern de tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on n'a que des strings, des types primitifs, là on a donné du sens. On a donné du sens à la façon dont on a nommé les choses, et du coup c'est plus clair. On verra une règle que j'aime beaucoup, déjà parce qu'elle me permet de dire du mal de Lombok, et ça c'est quand même pas négligeable, qui est celle de dire pas de getter, pas de setter, pas de properties. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, son propos autour de ça, c'est d'enrichir votre entité, votre objet, vos méthodes, avec du sens et des choses qui ont de la logique et que les méthodes soient colocalisées. En fait, c'est en opposition avec ce qu'on appelle des objets anémiques, finalement, qui sont des objets qui sont juste des structures de données. Typiquement, quand c'est un DTO, c'est pas gênant qu'il n'ait pas de logique métier. Par contre, souvent, dans la programmation objet, on vous demande de faire des comportements à l'intérieur des objets, pas d'extraire les choses, manipuler ça dans des services et de repousser ça dans un objet. C'est ce que je montrais dans les slides, mais je n'ai pas pu vous montrer malheureusement. Donc si on fait ça, il y aura aussi souvent moins de duplication. Le développement de nouvelles features sera facilité parce que les choses ne seront pas éclatées. On sait qu'il y a personne qui va venir s'amuser à sortir nos données, mais en fait on sait à quel endroit il faudra modifier les choses. Il y a un principe de Martin Fowler autour de ça qui s'appelle le tell don't ask, en fait, qui dit demandez à l'objet de faire quelque chose pour vous plutôt que d'aller piocher dedans et puis de faire des trucs à côté. Le truc typique, c'est j'ai un service, j'ai un objet complètement anémique, je tire des choses de l'objet, je fais de la manipulation dans mes services, parfois je repousse dans l'objet. Ça pose des problèmes en termes de testabilité, par exemple, et puis en termes de colocalisation de la logique avec les données. Et le problème, c'est que autour de ça, il y a un truc qui s'appelle Lombok. Le souci, c'est que le développeur, quand il crée une classe objet, il s'emmerde pas, il va dire ouais, j'ai un objet, c'est bon, allez, add getter, etc. C'est bon, j'ai réglé, j'ai fini mon taf. Parfois, en plus, il dit ouais, allez, on va dire que c'est une entité de base, je vais mettre un entity dessus. Et puis voilà, je trimballe mes entités de base de données de la base au service, des fois jusqu'au front. Et allez, c'est parti, et ça pose des tas de problèmes. Pour revenir juste sur le tell don't ask de Martin Fowler, en fait, le principe, c'est ça. Il écrit un article là-dessus qui est assez cool, vous pouvez le lire, c'est assez facile à lire. L'idée, vous voyez, le principe, c'est plutôt que de faire ça, d'avoir des données, de tirer des choses d'ici, d'avoir la logique là, c'est hop, d'aller colocaliser la logique avec les données. C'est assez marrant parce qu'il démarre son article en expliquant qu'il faut faire ça et il termine en disant ouais, c'est cool ce principe, mais en fait, je l'aime pas trop. Parce qu'en fait, il dit ça conduit les gens à ne jamais avoir de getter, etc. Il dit c'est pas vraiment ça qu'il a voulu dire, il a dit en gros, il faut colocaliser la logique avec les données. Quand vous pouvez le faire, faites-le. Les objets sont là pour ça et c'est le principe de la programmation orientée objet. Voilà, donc un ensemble de règles qu'on a balayées ensemble. Je suis allé très vite parce que j'avais peu de temps par rapport à tout ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas relire toutes les règles ici. Ce qui est sûr, c'est que c'est aller vite. Il y a beaucoup de choses. Votre tête doit être un peu comme ça maintenant. Moi, ce que je vous invite à faire autour de ces règles-là, autour d'un type qui vient vous parler de règles qu'il faut absolument respecter, c'est méfiez-vous.
soyez trop pragmatique plutôt que dogmatique, en fait. C'est-à-dire que l'ensemble des règles que je vous ai montrées, la prochaine fois que vous revenez sur notre code, essayez d'y penser. Ne les appliquez pas strictement, ça n'a pas forcément de sens, mais essayez d'y penser. Quand vous développez un truc, la prochaine fois, dites-vous où est-ce que je mets ma logique, où est-ce que je mets mes données, comment je les colocalise. Soyez pragmatique plutôt que dogmatique. C'est hyper important que ce soit pour ça, pour les pratiques de dev. Regardez, discutez-en dans votre équipe, voyez ce que vous êtes capable de faire. Si vous voulez vous entraîner, il y a un super kata, on l'a préparé avec Annabelle pour Socrates. C'est le banque kata de Sandro Mancuso, où en fait vous avez un PO qui va dans un test d'acceptance, en gros, avec une histoire de banque, de débit, de crédit, de balance, etc. Enfin bref, c'est pas trop mal foutu. Il y a une version, je crois que c'est la version Kotlin qu'on a faite, donc vous la retrouverez sur mon GitHub ici. Évidemment, j'ai fait du Kotlin, je ne vais pas faire du Java. Que serait un bon talk sur les bonnes pratiques de dev sans parler de ces 3 bouquins? Là, il y a refactoring.guru qui est plutôt cool en termes de code smell et de design pattern. Si vous ne connaissez pas le site, allez voir, vous trouvez plein d'infos. Et si vous avez des codes smell, il vous expliquera comment les tacler. J'ai fini, il me reste un slide. Et puis, donc voilà, que sera un talk là-dessus, sans parler de ces 3 bouquins, la Sainte Trinité ici, Refactoring de Martin Fowler, seconde édition, Working Effectively with Legacy Code de Michael Feathers, et le livre à pirater, vous pouvez la télécharger, Clean Code ici, donc le Bob. J'ai terminé, merci. J'ai plein d'autres trucs à vous montrer, mais... T'as encore 3-4 minutes. Je peux vous remontrer les stats que je vous avais cachés, si vous voulez. Oui, hein. Je peux dire pourquoi un callback il n'est pas recommandable? Oui, c'est vrai, c'est pour ça. Parce que d'abord c'est un Trumpiste convaincu qui ne se prive pas sur son compte d'évoquer ce genre de choses. Je pense qu'il doit être un peu misogyne aussi. Le reste, je sais pas, mais en tout cas, sa personnalité est assez controversée dans le monde de la tech. Donc il y a des gens qui ne veulent absolument plus recommander ses travaux. Moi, je trouve ça intéressant ce qu'il dit là, donc c'est pour ça que je vous dis ne lui filez pas dessous, mais téléchargez son bouquin, comme ça, vous avez les conseils sans rien lui donner. D'accord ? Si t'adhères à ces idées, tu peux l'acheter. Alors avant qu'il y ait toutes ces polémiques, j'avais acheté le bouquin il y a longtemps, si tu veux. Mais après, si t'adhères à ces idées, tu peux acheter le bouquin, il n'y a pas de problème. Moi, ça me pose problème, donc voilà. Qu'est-ce que je fais du coup? Moi, j'ai terminé. Mais là, ça en repère. Bah non, c'est ça. Bah non, c'est ce que j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions peut-être?